Bien le bonjour la ruche, nouvelle vidéo, on teste aujourd'hui la toute nouvelle caméra que Sony vient tout juste d'annoncer, la ZV-E10, que j'ai ici à l'agence depuis quelques mois. Pourquoi? Alors que je ne suis plus du tout ambassadeur Sony Alpha, tout simplement parce que j'ai été mandaté pour réaliser la pub Europe de ce produit ainsi que les photos. Oui, ces images que vous avez peut-être déjà vues sont réalisées par l'agence et c'est une immense fierté de pouvoir collaborer avec Sony pour vous réaliser ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on va tester cette nouvelle caméra un petit peu en express. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé les backstage de ce tournage et il y a pas mal d'informations dedans. Mais là, j'avais envie de la prendre en main, de vous faire les comparatifs avec quoi? Avec la 6400, la 6600 et surtout le ZV1 qui est le premier compact de cette gamme ZV que je vous avais présenté sur la chaîne l'année dernière. Bref, sans plus attendre, on y va. Si jamais vous vous demandez où est la caméra, eh ben, elle est tout simplement en train de me filmer. J'ai monté le 20 mm f1.8 dessus pour garder un petit flou d'arrière-plan caliente, vous m'en direz des nouvelles. Et surtout, le CM B1M pour avoir un son nickel. Allez, t'es prêt? C'est parti! Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, mettre un petit like et un commentaire si ce genre de vidéo te plaît parce qu'on en a plein en réserve. Avec IPLN, maintenant, on va pouvoir tester plein de matos. Bref, je te laisse mettre tout ça en commentaire. La vidéo va se passer en 3 parties. Première partie, je vais te présenter le produit. Apparemment, c'est la meilleure caméra pour les streamers, les vlogueurs, les youtubeurs, les créateurs de contenu. C'est ce qu'on va voir. Ensuite, on part sur le terrain, le tester en conditions réelles, vlog dans la rue. Et j'ai monté un rig afin de le comparer avec le ZV1, la 6400 et la 6600. Enfin, place au débrief, retour au studio ou ailleurs d'ailleurs. Et je vais te dire vraiment ce que j'en pense et si jamais je te la recommande ou pas. Je te propose qu'on commence directement par son prix. On rentre dans le dur. Oui, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour le coup, j'ai été assez surpris, mais dans le bon sens. Il est annoncé à 749 € sans objectif. Je vous rappelle que le ZV1 était annoncé à 800 €. Voilà. La 6400, pour rappel, on le trouve à 999 €. Et la 6600, on le trouve à 1500 € environ. Attention, Jean-Kévin, je te parle des vrais revendeurs et pas un revendeur marketplace basé en Espagne qui achète avec une détaxe au UK, ça s'appelle le marché gris, sans TVA, sans garantie, sans SAV, sans conservateur. Ça, ce n'est pas du tout le vrai marché. Le vrai marché, c'est les prix que je vous ai donnés. Et oui, ça c'est fait, on reprend la vidéo. Le ZV-E10 est donc un boîtier issu de la série ZV inauguré par le ZV1. Pourquoi? Capteur 1 pouce et surtout format compact. On n'est plus du tout dans ce form factor. On est beaucoup plus proche d'un A6400. Un boîtier APS-C objectif interchangeable qui se veut être ultra polyvalent et surtout évolutif. Ça, c'est hyper important. C'est un boîtier qui est hyper léger, 10% plus léger que la 6400 et surtout 30% plus léger que la 6600. Côté caractéristiques, on va retrouver exactement le même micro qu'on a sur le ZV1, les 3 micros directionnels avec la petite griffe, bonnette anti-vent juste au-dessus, ça c'est nickel. On va retrouver le même bouton, on va retrouver la prise HDMI, la prise micro. L'avantage, c'est qu'on a une prise casque qui se retrouve dans la 6600 et pas dans la 6400 par exemple. Et les modes créatifs. Le mode flou, c'est-à-dire que vous avez un bouton, vous savez, où vous passez du flou au net et du net au flou. Ça, c'est hyper pratique quand vous êtes en train de vlogger et vous n'avez pas envie de vous faire chier avec les réglages. Et vous avez le mode présentation de produit qu'on a vu avec le ZV1 qui était diablement efficace. C'est un mode où quand vous présentez les objets, ça focus beaucoup plus vite qu'en temps réel. Ouais, ça marche très bien. On va retrouver aussi la possibilité de zoomer directement depuis l'appareil grâce au zoom électronique ou motorisé avec les objectifs compatibles. Le 1650 est compatible et le 1805 f4 stabilisé de chez Sony est aussi compatible. C'était ultra lent avec le ZV1, je crois que c'est plus rapide avec le ZV-E10. On va retrouver aussi le fameux El Famoso écran orientable tactile avec suivi de mouvement. Dites-vous que les dernières technologies sont dans le ZV-E10. Le focus sur les yeux, le touch tracking, donc le suivi en touchant sur l'écran, etc. Et bien évidemment, c'est un petit peu plus pratique que quand on a la série A6400, A6100 ou A6600 avec ceci. Alors, c'est sympa, on se voit directement au-dessus de l'écran. Par contre, on ne peut pas mettre de micro, c'est mort. Niveau focus, justement, on a les derniers réglages qui est présent dans la STER 4, la STES 3 ou la 7C, c'est-à-dire 7 niveaux de réactivité et 5 niveaux de vitesse. Et c'est plutôt pratique. Là, par exemple, on est rapide. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est fluide?
Dites-le moi en commentaire. De toute façon, je vais partir sur le terrain, le tester. On a aussi une dernière similitude avec le ZV1 qui fait partie de la gamme ZV, j'ai l'impression, c'est qu'on n'a pas de viewfinder, de VF ou d'œilleton, vous appelez ça comme vous voulez. Après, dans la gamme A6000, il était assez mal positionné, il était sur le côté, un petit peu comme la 7C. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment parce que ça permet d'être vraiment dégagé. Moi, je sais que comme je shoot de l'œil gauche, c'est pas hyper agréable. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un produit pur vidéo, par exemple sur le ZV1, tu t'en fous d'avoir un EVF. Voilà. Encore une fois, c'est un produit destiné aux vidéastes, pas aux photographes, même si ça fait 11 photos en rafale, qu'il y a 24 millions de pixels, que c'est un APS-C, que les objectifs sont interchangeables, etc. On pourra toujours faire des photos, mais la vocation principale de cet appareil, c'est la vidéo. Maintenant, place aux similitudes et aux différences entre la 6400 et la 6600. Déjà, écoutez ce bruit. Ça, c'est fini. Ils ont changé de système d'accroche. Alléluia. Les similitudes avec la 6400, oui, ça va faire mal. Pas de capteur stabilisé. Ouais, ça fait mal. Non, vous n'êtes pas prêts, je suis pas sûr que vous soyez prêts. C'est le retour de la batterie W. Oui, la batterie qu'on avait oubliée depuis l'arrivée de la 7R3 en 2017. Putain, qu'ils avaient réussi à mettre, sur la 6600, regardez. Putain, Sony, vous chiez dans la colle là. Bon, après, recharge USB-C, pas de problème de limite de temps d'enregistrement. Ça, c'est plutôt cool. Mais pour ce qui est du vlog, j'attends les tests parce que clairement, j'ai un peu peur. On a aussi l'abandon du flash. Bon, normal pour un produit vidéo et surtout, il n'y était pas sur la 6600. Et je crois que c'est tout en termes de similitude avec la 6400 ou même la 6600. On a la trappe SD, toujours pareil, sous la batterie. Ça, c'est chiant à mourir. Et par contre, il y a eu pas mal d'évolutions qui sont plutôt cool. On va commencer, comme je vous ai dit au début, le bouton REC qui se trouvait, je vous le rappelle, ici sur la 6400 et la 6600. On a aussi ce cadre rouge qui t'indique clairement que tu filmes, qu'on a vu dans la 7C, dans la 7S3 ou dans d'autres appareil de chez Sony, ça c'est chouette. Par rapport à la série A6000, on a perdu la molette de sélection, tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre la capsule micro, plus la griffe, plus la molette de sélection. Par contre, on l'a remplacé avec un sélecteur de mode qui switch entre la photo, la vidéo et le mode SNQ, donc le mode ralenti. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais 4K 25, 1080-120, ça c'est du classique, on connaît chez Sony. Par contre, petit bémol, mais ça, on a l'habitude, pas de stabilisation active en 100-120 fps en 1080p. Ah, et la 4K 30 crop, comme la 7.3. Par contre, on a un truc similaire avec la 6600 qu'il n'y a pas dans la 6400, c'est le S-Log 3, le S-Log 2 et les modes un petit peu plus poussés. C'est pour ça que je vous dis que cet appareil sur le papier, on peut commencer en tout début mode automatique avec les boutons flous, etc., présentation de produit, et on peut évoluer petit à petit, sachant qu'il y a une panel d'objectifs qui sont compatibles. Je vais pas faire le speech, mais la monture E, c'est la spécialité de Sony. C'est-à-dire que vous avez une seule monture pour toutes les gammes d'appareils, que ça soit l'entrée de gamme comme l'Alpha One qui vaut 8000 €. C'est-à-dire que demain, vous voulez mettre un 1224 dessus, c'est possible. Un 70-200, c'est possible, tout en commençant avec un boîtier ultra abordable. La grosse nouveauté de cet appareil, c'est qu'il embarque une stabilisation active dérivée de la 7S3. Oui, monsieur. Donc on va avoir un crop dans l'image et apparemment la stabilisation est assez folle. Attention quand même, parce que j'utilise depuis quelques temps, j'ai l'impression que le crop il est énorme. Et dernier point pour les streamers, oui je sais vous avez envie d'y aller, vous inquiétez pas, on y va, mais là c'est important. Ce petit appareil est compatible avec Imagine Edge Webcam. C'est juste la possibilité de relier cette caméra à ton PC juste avec un câble USB-C. T'as pas besoin de carte d'acquisition type Elgato mes couilles ou quoi. On y va. Allez, allez viens. Ah non vraiment, viens. Allez viens. Allez viens. Allez viens. C'est parti pour ce premier test du ZV-E10, ZV1 versus ZV-E10. On a les mêmes réglages sur les deux appareils et on se trouve en stabilisation standard. Le but c'est vraiment de voir la différence de qualité, la différence de bokeh et les policiers qui passent derrière et surtout la différence entre f1.8 et f3.5. Voilà, je ne connais pas la différence de bokeh. On va commencer tout de suite par le micro. Apparemment, ils ont la même capsule. Vous entendez la personne derrière moi qui jette du verre. Alors, si jamais il y a une légère différence entre le ZV1 et le ZV-E10, c'est normal. C'est parce que le ZV-E10 se trouve juste en dessous du ZV1. Donc peut-être qu'il y a une petite réverbération. On va maintenant comparer la stabilisation sur les deux en mode actif parce que le ZV1 et le ZV-E10 ont la particularité d'avoir ce mode qui crop dans l'image et qui vous permet d'avoir une image beaucoup plus
smooth. Ça y est, je me suis mis en stabilisation active et le crop est monstrueux, vraiment. Et il est plus important sur le ZV-E10 que le ZV1, d'où l'avantage d'avoir le 10-18 avec vous, parce que le 10 correspond à un 16 mm, et 16 mm croppé, je pense qu'on arrive à 20 mm, qui est moi, mon optique préférée pour le vlog. Je suis désolé d'ailleurs pour le cadrage, parce que je me fie au ZV1, et si je dois me cadrer avec le ZV-E10, il faut que je sois comme ça. Dans tous les cas, le focus a l'air nickel, et de ce que je vois, l'image est belle. Bon, là on va changer un petit peu de setup. Je vais sortir la 6600 parce que la vraie différence avec le ZV-E10 et la 6400, c'est que la 6600 a un capteur stabilisé, et j'ai aussi amené le 10-18 f4 qui lui est stabilisé et qui est une optique entièrement recommandée pour le ZV-E10. Vous allez très vite comprendre pourquoi. À côté de ça, j'ai réussi à avoir le tout nouveau Tamron 11-20 f2.8, c'est le premier objectif grand angle avec une ouverture f2.8 pour APS-C. D'ailleurs, un grand merci à IPLN, c'est grâce à eux que j'ai cet objectif. Bon, pas trop longtemps, mais assez pour faire le test, de le monter sur la 6600 qui bénéficie du capteur stabilisé versus le 10-18 qui lui bénéficie de l'optique stabilisée sur le ZV-E10. Ça fait beaucoup, mais vous allez voir, c'est logique. Après, on essaiera un petit peu toutes les combinaisons et on reviendra au studio. Stabilisation activée sur le ZV-E10 avec le 11-20 f2.8. Ça croppe vraiment beaucoup, mais au moins, ça doit être plus stable. Le grand angle du 10-18 est vraiment pas mal. Hein, toi aussi, t'es pas mal. Non, j'aime bien. J'aime bien. Test ultime de la stabilisation mécanique versus optique, parce que là, on a le 11-20 f2.8 de chez Tamron sur la 6600, donc qui a un capteur stabilisé 5 axes, et en dessous on a le ZV-E10 avec le 10-18 f4 de chez Sony qui lui est stabilisé. Est-ce que je suis essoufflé parce que ça fait 5 fois que je fais cette prise? Bien évidemment. Donc on prend les escaliers, on met un petit peu de fil à retordre et on a F4 tous les deux, d'accord? Il n'y a pas de F2.8, F4, c'est F4 les deux. Est-ce que je me trouve devant un endroit où j'ai pas du tout le droit d'être? Sûrement, mais c'est pas mal, je prends de la hauteur. Yes! Bon, sauf que là, sur la 6600, on est bloqué, alors que sur le ZV-E10, si on a encore un peu de marge, comme c'est le cas maintenant, on peut se dire, tiens, je me mets en stabilisation active. Alors, effectivement, on a un gros crop, 10-18, 11-20. Voilà, est-ce que c'est suffisant? Je trouve qu'en tout cas, le 10-18, c'est suffisant. Et du coup, on a deux stabilisations, celle de l'optique et numérique. Je fais exactement les mêmes mouvements, les gars, c'est juste que c'est très très lourd. Le rig, là, il est costaud, hein. Mais il est beau. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette stab? Il me reste un dernier test à faire, c'est d'inverser les objectifs. Donc, d'avoir la stabilisation capteur et optique sur la 6600 et uniquement numérique sur le ZV-E10. Let's see! J'ai équipé la 6600 et le ZV-E10 avec le 1650. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif de base, peut-être que vous allez acheter avec, et surtout il est stabilisé. Et je voulais voir si la stabilisation du capteur plus l'optique changeait par rapport à la stabilisation uniquement de l'optique qu'on a sur le ZV-E10. À vous de me dire dans les commentaires, et si on court. Stabilisation active avec le ZV-E10 du vent et versus double stabilisation avec la 6600. Voilà, là vous avez la vraie différence. C'est croppé, hein. Oh là là, c'est croppé de ouf. Oh. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce petit ZV-E10? J'attends vos réponses en commentaire. Je vais vous dire ce que j'en ai déduit après ce test rapide encore une fois. En fait, j'avais pas besoin de faire plus de tests parce que j'ai vu les différences avec le ZV1 et surtout les nombreuses similitudes avec la 6400 et la 6600. En gros, ce que je peux vous dire, et je pense que vous l'avez vu, mais le ZV1 a une moins bonne qualité d'image que le ZV-E10. Le ZV-E10, en fait, il a une vraie qualité d'image comme la 6400 ou la 6600 et honnêtement, avoir une aussi bonne qualité en vidéo dans un boîtier si peu cher, c'est très intelligent de la part de Sony. Si jamais vous avez vu une différence de qualité entre le ZV-E10, la 6400 et la 6600, ça peut être deux choses. Balance des blancs, les deux étaient réglés en auto, mais comme il n'y avait pas la même inclinaison, peut-être que le capteur ne réagissait pas pareil, ou tout simplement parce que je me suis rendu compte que le profil d'image créatif vivide au lieu de standard était activé sur le ZV-E10. Yes! Woo!
Au niveau du bokeh, même si le ZV1 ouvre à f1.8, en fait, ils ont à peu près le même bokeh, d'accord? Même avec un 1650 qui ouvre à 3.5. Pourquoi? Parce que le capteur APS-C est 3 fois plus grand que un capteur 1 pouce. Et enfin, dernier point de similitude, mais je pense que c'est cette gamme ZV, c'est la qualité de fabrication. On est en dessous de la gamme A6000. On est un peu plus plastique, on est un peu plus léger. Voilà, et on sent que c'est moins bien fini et c'est ce qui fait en partie son prix aussi attractif. Je vais faire un court passage sur la 6400 parce que honnêtement, c'est exactement la même chose. Si vous voulez un viseur, vous prenez la 6400. Si vous voulez un écran orientable avec quelque chose qui est beaucoup plus vidéo, en mode créatif, etc., prenez le ZV-E10 et en plus il est 200 € ou 250 € moins cher. Maintenant, la vraie grosse différence, c'est la 6600. La 6600, en fait, vous avez la batterie qui change tout. En vrai, la batterie W suffit parce que vous allez pouvoir la recharger en USB, etc. Mais pour plus de confort, la Z est quand même incroyable. Elle a une capacité 2 fois plus grosse, donc ça va vous apporter beaucoup plus de souplesse. Le capteur stabilisé, optique, pas optique, etc. Ça, je vous laisse juger en commentaire. Ce qui est sûr et certain, c'est que la stabilisation active que j'ai là depuis le début, c'est la plus efficace. Et mon Dieu, ça marche très bien. Le seul souci, et je vous dis, c'est le gros point noir de ce ZV-E10, c'est le crop. J'ai fait des tests ZV1 versus ZV-E10, vous n'êtes pas prêts. Le ZV1 crop à peu près 15% de l'image, le ZV-E10 30% de l'image. C'est un truc de dingue. Le ZV-E10 avec le 1650, c'est équivalent 24 mm, est plus large que le ZV1 sans stabilisation active. Quand vous mettez la stabilisation active, le ZV1 est plus large que le ZV-E10 avec le crop. Et là, ça pose un problème. Tout simplement parce que pour moi, un appareil de vlog, ça doit être large. Et là, je suis au 10-18 f4, donc normalement équivalent 16 mm. Si on fait 30% en plus, eh ben, ça fait 21, voire même 22 mm. Regardez, je tends le bras de ouf et si jamais, hop, j'enlève, voilà, vous retrouvez les 16 mm et là c'est vraiment agréable. C'est pas mal avec Morte hein, quand même. Bon, maintenant la vraie question c'est est-ce que je recommande ce ZV-E10? Alors attendez, je vais vous poser là, tac, hop. Et surtout à qui je le recommande parce que bien évidemment, je trouve que cet appareil est vraiment intéressant. Pourquoi? Qualité d'image, stabilisation active qui peut être très intéressant dans des vidéos de travel et compagnie et surtout accessibilité. C'est un prix aujourd'hui que j'ai jamais vu chez Sony pour un APS-C. Avec une qualité d'image pareille et cette possibilité encore une fois d'évolution comme je vous disais dans l'intro, là c'est intéressant. Donc moi je les destine aux streamers qui ont envie d'avoir une cam fixe avec un objectif qui ne bouge pas, comme ça vous avez la full qualité avec un beau bokeh. Aux youtubeurs qui sont un petit peu comme ça, c'est-à-dire posés dans leur setup pour présenter des produits et compagnie. Maintenant pour les vlogueurs qui aiment avoir quelque chose en main de run and gun, je vous conseille le ZV1. Pourquoi? Parce qu'il est compact, la qualité d'image est certes moins bonne, mais au moins ça vous permettra d'avoir quelque chose dans votre poche un petit peu ready to shoot. Même si au final, il est plus cher. Il est plus cher parce qu'il est à 800 €. Donc encore une fois, c'est selon vos besoins. ZV-E10, profil d'image couleur, le côté évolutif, le côté matché avec d'autres caméras, hein, peut-être un A7 III, un A7 C, il y a énormément de possibilités et si vous êtes un peu attiré par la photo, là je vous conseille carrément la 6600 parce que le capteur stabilisé en photo pour de la basse lumière, ça change vraiment tout. Vous aider pour autre chose. Non, regarde là, on est bien Siri. Ok. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette caméra et je crois qu'on a fait aussi le tour d'Aigues-Mortes. Hein, clairement, c'est super joli par contre. À 14h30 le soleil il est horrible donc je sais pas du tout la qualité de la vidéo. Bref en tout cas ce que je suis sûr c'est que j'ai envie d'avoir vos retours sur cette caméra, sur ce test entre mi-vlog, mi-test, mi-studio et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, la bise.